C'est bon pour toi, Sarah? C'est bon, tu peux y aller. Ok, top. Bonjour à tous et merci d'être nombreux pour écouter Daphné qui va nous présenter son travail de postdoc ici. Et puis Daphné, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup à tous pour être là. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de postdoc que j'ai fait ici à Ifremer, où je travaillais sous la direction de David Mackenzie et Tristan Royer. Et je vais vous parler de thon rouge d'Atlantique et surtout de l'énergétique de vitesse de nage et des dynamiques de population. Bon, donc, ce sera en français, comme vous avez compris, mais les slides sont en anglais, donc j'espère que tout le monde pourra à peu près suivre. Alors, le thon rouge d'Atlantique, c'est une espèce de grand poisson migrateur qui se déplace en fait des zones de reproduction aux zones d'alimentation. Et ici, il y a une petite vidéo qui vous montre en fait la zone de distribution de cette espèce, qui est surtout en Atlantique, avec des zones de reproduction qui se trouvent pour le stock à l'ouest, qui se trouve en Golfe du Mexique. Et ensuite, les adultes vont migrer dans l'Atlantique. Et le stock est, en fait, le stock de Méditerranée, il se reproduit en Méditerranée. Après, il va migrer en Atlantique jusqu'à rejoindre le nord des côtes norvégiennes et l'Atlantique ouest. Cette espèce a des adaptations physiologiques qui l'aident en fait dans ces grandes migrations. Par exemple, entre autres, voilà, ils sont endothermes, donc ils peuvent réguler la température de certaines zones de leur corps. Ils doivent nager en continu pour oxygéner leurs cellules. Ils peuvent jamais arrêter en fait de nager. Ils ont des métabolismes aérobiques très élevés. Et c'est une espèce qui a une importance économique majeure et qui demande en fait des enjeux importants de gestion. Euh, le projet auquel je travaille, c'est le projet Prompt. C'est un projet qui s'intéresse au processus de migration du thon atlantique, du thon rouge. Et il est coordonné par Tristan Royer et David Mackenzie, ici à Marbeck. Et il s'intéresse, disons, à deux axes principaux. Un qui regarde surtout les dynamiques spatiales du thon rouge, donc ces mouvements entre la Méditerranée et l'Atlantique, et tout ça est fait par marquage pop-up satellitaire. Et une partie qui s'intéresse surtout à la physiologie liée aux migrations de cette espèce. Alors, c'est vrai qu'on connaît des choses sur leur physiologie, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore pas si bien connues parce que c'est une espèce très difficile à manipuler et suivre aussi en milieu naturel. Mon postdoc donc s'insère à l'intérieur de cet axe qui s'intéresse à la physiologie liée aux migrations. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux études auxquelles j'ai contribué majeurement et dont on a des articles en cours de rédaction. Donc, premièrement, je vais vous parler de l'énergétique de la vitesse de nage et la variation liée en fait à la taille des différents individus. Cette étude, nous l'avons menée en étroite collaboration avec David et Tammy Turay, que vous connaissez probablement parce qu'il était ici à Marbeck avant. Et nous avons reçu des financements Aquexcel et Aquaserve pour aller en fait mener des expériences d'expérimentation dans un centre de aquaculture de thon rouge d'Atlantique qui se trouve au sud de l'Espagne. Donc, on voulait voir là dans l'étoile aussi à Mazarin. Et en fait, ils ont des thons dans des bassins à terre. Donc, ils font de la reproduction de thons. Et donc là, ils ont des thons de tailles différentes et d'âge aussi différents. Et ensuite, je vais vous parler de comportement de reproduction. Ça, c'est ça, c'est parti d'une grosse étude qui a été menée dans des cages à Malte, parce qu'il faut savoir que le thon rouge, en fait, euh, il est capturé en fait au moment où il vient en Méditerranée pour la reproduction. Il est capturé par des seineurs et ensuite transporté dans des cages où il est fait engraisser. Et c'est donc on a utilisé en fait ce système pour suivre des adultes de thon dans des cages pendant un an. Et donc ça s'est déroulé à Malte. Alors, premièrement, on va s'intéresser à l'énergétique de nage liée à la taille des poissons. Comme je vous ai déjà dit, c'est une grande espèce migrateur qui a ses adaptations physiologiques. Donc, plus en particulier, ils ont des
taille corporelle très grande, il peut rejoindre jusqu'à 700 kilos. Il est partiellement endotherme. Il doit nager en continu. Il a des volumes cardiaques grands, des larges surfaces d'échange au niveau des branchies, des capacités de transport d'oxygène importantes et des taux métaboliques aérobiques élevés. Tout ça, ça fait qu'en fait, c'est un nageur très efficace, le thon rouge. Cependant, il y a quand même des questions encore. On ne sait pas, par exemple, est-ce que cette vitesse, est-ce que cette énergétique de nage peut changer en fonction des différentes tailles de thon rouge atlantique? Et alors, pour une manière, en fait, pour pouvoir estimer cette énergétique liée à la nage, une manière est de mesurer le métabolisme des poissons, donc la consommation d'oxygène pendant la nage à des températures connues. Et c'est assez compliqué en vrai de le faire chez les thons parce que les thons, c'est cette espèce voilà, de grand poisson qui nage tout le temps et donc c'est difficile de le mettre dans un tunnel de nage qui est un espace restreint. Il y a quand même des données, on a fait une compilation des données en littérature sur toutes les espèces de thon rouge où il a été mesuré des taux métaboliques pendant la nage. Et voilà, ici, on a modélisé ensuite cette euh, consommation d'oxygène en fonction de la taille, de la vitesse de nage et de la température. Donc, on peut bien voir ici dans le graphique à droite la relation entre le métabolisme et la taille des poissons. Et on peut bien voir que il nous manque surtout des données pour des tailles plus importantes parce qu'on arrive jusqu'à 10-12 kilos. Donc, les études qui ont été faites jusqu'à présent sur ces différentes espèces, voilà, manquent des données sur des poissons plus grands. Cependant, c'est très compliqué en fait de mesurer directement le métabolisme chez des grands poissons. Une manière est de prédire leur métabolisme à partir de données de masse, de vitesse de nage et à des températures connues. Donc, c'est pour ça que, en fait, nous sommes allés dans cet institut d'aquaculture où ils ont des thons dans des bassins, comme on peut voir là dans la photo à gauche. Et on a développé ce système de caméras stéréo où, parce que tu as deux caméras qu'une fois qu'elles sont calibrées et tout, on peut mesurer la taille et la vitesse de nage des thons qui passent devant la caméra. Alors ici, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer des juvéniles qui nagent voilà, dans ces bassins. Et en fait, avec ce software VetSync, on peut identifier un point A et un point B dans une image. En fait, on prend une image de la vidéo et on obtient les coordonnées X, Y et Z. Et à partir de, voilà, en faisant le calcul de la différence, on peut obtenir la taille des poissons. Et si on fait ce même travail, mais dans des images à des temps, disons, différents, en connaissant la différence de temps entre les deux images, on peut avoir la vitesse de nage spontanée parce qu'ils nagent dans ces bassins sans aucun stimulus au moment où on fait la vidéo, instantanée à ce moment-là. Donc, pour cette étude, il y avait 4 bassins avec des différentes tailles. Ça allait de 2 mètres les adultes jusqu'à 20 cm les juvéniles. On a fait 6 vidéos par taille de classe. Et chaque vidéo était de 30 minutes avec 10 minutes d'acclimatation aux caméras. Et ensuite, on a identifié 3 fenêtres temporelles à l'intérieur de ces vidéos où on a fait des mesures répétées de taille et de vitesse de nage sur 3 individus à chaque fois. Donc, on a eu un total de plus de 800 mesures de taille et plus de 600 mesures de vitesse de nage. Alors ici, les résultats de la relation entre la vitesse de nage et la taille des poissons. Ça, c'est la vitesse de nage absolue en mètres par seconde. On peut bien voir que voilà, la vitesse de nage augmente avec l'augmentation de la taille jusqu'à trouver un peu un plateau pour les grands individus. Et si on regarde la vitesse de nage relative, on voit relative à la taille des poissons, on voit que c'est les poissons les plus petits qui nagent le plus rapide comparé à leur taille, comparé
alors que les plus grands, après, c'est plus lent comparé à leur taille. Ça, c'est des relations de vitesse de nage et taille qui sont attendues chez les poissons en général et chez les thons aussi. Donc, ça valide un peu aussi cette méthode. Ensuite, on a repris le modèle qu'on avait entraîné en fait au début en utilisant les coefficients de ce modèle. On applique cela à nos données. Alors, pour la masse, on a obtenu les valeurs de masse en utilisant une relation bien connue de masse et taille du thon rouge d'Atlantique. On a ensuite pu prédire le métabolisme à des différentes tailles. Donc voilà, on voit bien ici dans le graphique comment les données de notre étude en rouge se situent par rapport à cette relation métabolisme et taille. Donc, avec ces données que nous avons obtenues, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut penser de mesurer le coût de transport qui est l'énergie nécessaire pour le déplacement par unité de masse. Et donc, qui donne en fait une idée de ce coût de déplacement chez le thon. Et ça, c'est très utile pour les modèles mécanistiques, par exemple. Nos résultats montrent que la vitesse de nage relative et le métabolisme diminuent avec la taille, ce qui suggère un coût de transport plus bas. Et ça, c'est assez commun entre différentes espèces, en fait, que les plus grands ont des coûts de transport plus bas, mais à l'intérieur d'une même espèce, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de variations. Alors qu'en retrouvant voilà, cette relation, voilà, ça indiquerait en fait une adaptation à des styles de vie typiques des thons qui migrent beaucoup, donc qui doivent être habitués en fait, ils seraient adaptés à grandir plus pour avoir et faire des longues migrations et donc il y aurait un coût en fait de transport plus bas. Et il y a d'autres questions qui émergent. Par exemple, est-ce que euh, l'énergétique liée à la vitesse de nage change en fonction de l'environnement? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à regarder lors de notre dernier voyage en Espagne. On a commencé à regarder en fait l'effet de l'hypoxie sur le métabolisme et aussi le comportement de nage en fait des thons, mais c'est encore en analyse. Donc voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie où on va à Malte, où on a voilà, suivi ces thons dans des cages. Et on s'est intéressé ici en fait à la reproduction, au comportement de reproduction. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Alors déjà, il faut savoir que les thons, en fait, voilà, ils retournent en Méditerranée. On sait que surtout les grands thons, ils vont rentrer en Méditerranée au mois de mai et partir au mois de fin juillet. On sait qu'ils se reproduisent dans cette période, ils se reproduisent en Méditerranée, surtout quand la température est au-dessus de 20 degrés. La reproduction a lieu la nuit. Ça a été documenté avec des collectes d'œufs et des analyses de gonades. Et on sait aussi que de la reproduction peut avoir lieu dans les cages. Et dans notre cas, dans notre cage, où les thons en fait étaient dans les cages à partir de septembre 2022 jusqu'à pendant un an. Donc, en été 2023, voilà, il y a eu des collectes d'œufs dans ces cages où ils étaient nos thons. Donc, il y a eu, on ne sait pas si les individus qu'on suivait, mais il y a eu de la reproduction. Et la reproduction des thons, en fait, du thon rouge atlantique a un grand impact dans la gestion. Donc, c'est en fait, c'est pour ça qu'on était particulièrement intéressé à cette question. Notre question principale était est-ce qu'il y a des signatures physiologiques et comportementales pendant la reproduction? Donc, premièrement, est-ce qu'on peut identifier de la reproduction dans nos données? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut décrire ce comportement de reproduction? Alors ici, un peu plus sur les méthodes, on a marqué avec des marqueurs de fréquence cardiaque les thons adultes en utilisant cette technique de marquage avec un trocard aromatique qui a été développé par Tristan.
Et ensuite, on les a marqués aussi avec des marqueurs acoustiques qui permettent un suivi de la position des tons dans les cages à très haute résolution. Alors ici, une petite vidéo pour vous montrer cette opération de marquage qui a été assez euh, grande. En fait, et ça demande beaucoup de coordination entre plusieurs individus. Le ton est pêché de la cage, il est mis voilà, euh, sur le bateau là et ils mettent cette marque de fréquence cardiaque au niveau en dessous des bronchies, disons, à côté du cœur. Et ensuite, la marque acoustique sur le dos et ensuite il est relâché de nouveau. Et les cages, elles sont à peu près 50 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur. Et donc, le marquage a eu lieu en septembre 2022. On les a suivis pendant un an à partir de là. Les données qu'on a obtenues pratiquement étaient des données de mouvement, une détection en fait chaque seconde pendant 24 heures, et ça une fois tous les 4 jours pendant un an. Et ensuite, pour la fréquence cardiaque, on avait des données en continu, une donnée de fréquence cardiaque tous les 12 minutes. Donc, ça a fait des grands jeux de données. On a fait ça sur... on avait 22 poissons pour lesquels on avait un an total. 17 par contre pour lesquels on a récupéré les marques de fréquence cardiaque pour toute l'année. Et ici, une petite vidéo pour vous montrer voilà, les thons qui nagent dans la cage. Ça, ils nagent d'habitude en rond et quelques individus font un peu des choses différentes, mais en général, ils ont ce comportement quand même assez grégaire et coordonné. Alors, ici, pour vous montrer un peu, on peut voir la température tout au cours de, en haut, ce graphique, c'est de la température tout au cours de l'année. Donc, ça commence en septembre où il y a une température plutôt élevée. À cage, ça, c'est la température à... ensuite, en été, voilà, il y a eu de nouveau une augmentation avec même une vague de chaleur. Dans le graphique en dessous, on voit la fréquence cardiaque au cours de l'année. Et on voit que ça suit un peu la même dynamique que la température. Et les différentes couleurs indiquent des différentes tailles de poissons. Donc, on avait des poissons qui allaient de 1 mètre jusqu'à plus de 2 mètres de grandeur. Et si on regarde la relation directe, en fait, entre la température et entre la fréquence cardiaque et la température, on peut voir qu'il y a cette relation pratiquement linéaire avec la fréquence cardiaque qui augmente avec l'augmentation de la température. Et il y a un certain effet aussi de la taille avec les individus plus petits ayant une fréquence cardiaque plus élevée en général. On a aussi regardé l'effet de la nourriture parce que les thons dans les cages étaient nourris chaque jour. Bon, pas tous les jours, mais une fois par jour quand ils étaient nourris. On a la distribution des événements de nourriture dans le graphique ici en haut. Et on peut voir en bas que la fréquence cardiaque, on observe des pics en fait en fréquence cardiaque qui correspondent bien à ces événements de nourriture. On peut faire un zoom sur certains des événements et on voit bien qu'il y a une coordination même entre individus et avec cette forte réponse en fait à chaque événement de alimentation. Alors ensuite, j'ai utilisé un modèle GAM pour décrire la variation de la fréquence cardiaque avec ces variables qui sont connues, qui affectent la fréquence cardiaque. On avait déjà, ouais, on avait déjà en fait une idée que la température et la nourriture influençaient la fréquence cardiaque grâce à des études passées de Tristan. Et ici, le but était voilà, de voir tout ce qui pouvait être expliqué par la température et l'événement de nourriture pour voir s'il y a une autre variabilité dans la fréquence cardiaque qui n'est pas expliquée, qui pourrait être due à autre chose. Donc ici, j'ai reproduit le graphique, en fait, c'est les résidus de ce modèle avec euh, juste les données en fait de nuit, entre 6 heures avant le lever du soleil et le lever du soleil. Et on peut bien voir qu'il y a des pics dans les résidus. Alors, je les ai soulignés en montrant le 95 pourcentile et le 99.
Et on peut bien voir qu'il y a une espèce de densité de pics de résidus ici au mois de juin, juillet. On voit aussi des pics ici au mois d'avril qui seraient liés au moment où les thons en fait, ont été transférés d'une cage à l'autre, parce qu'à ce moment-là, il y a eu un transfert des individus. Et on voit des petits pics au cours de l'année que, ils sembleraient liés à des événements d'activité journalière. Donc le matin, en fait, avant le lever du soleil, on voit un pic d'activité. Et j'ai ensuite fait une analyse un peu plus détaillée où, alors ici, c'est juste montrer les données entre 6 heures et 2 heures avant le lever du soleil pour limiter en fait l'influence de ces pics journaliers. Et c'est les résidus de fréquence cardiaque ou les pics, en fait, c'est tous les événements où les résidus sont au-dessus du 95%. Et on peut voir les différentes couleurs indiquent le nombre de pics par nuit. Donc, si par exemple on regarde ici l'individu de 225 cm, le grand individu, il va avoir des journées où il y a beaucoup de pics, des nuits où il y a beaucoup de pics de fréquence cardiaque et d'autres où il n'y en a pas. Et on peut voir directement qu'il y a une période où il y a beaucoup plus de pics pour la plupart des individus, et c'est cette période fin juin et le mois de juillet. On voit quand même que certains individus ne présentent pas de pic dans cette période, donc probablement ils ne sont pas en train de se reproduire. Ensuite, d'autres individus, en fait, ils ont des pics distribués dans toute la période qu'on a identifiée comme cette période à intensité de pic. Et certains, en fait, ont juste une concentration de pics à certains moments dans cette période, mais pas forcément les mêmes. J'ai ensuite identifié le temps où le moment en fait de la nuit où on a la plupart de ces pics. Et ça a l'air d'être entre 3 heures et 5 heures du matin, avec surtout vers 4-5 heures du matin. Non, pas 4-5 heures, oui, 4-5 heures du matin, donc entre 3 et 2 heures avant le lever du soleil. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on a validé qu'il y a eu de la reproduction de l'écage? Alors, on regardait, je n'ai peut-être pas dit, mais on regardait la fréquence cardiaque parce qu'effectivement, l'hypothèse et la peu de documentation qu'il y a sur la reproduction, c'est que pendant la reproduction, il y a cette grande, disons, plus d'activité dans les tons. Donc, on s'attendait à voir une signature, en fait, aussi de la fréquence cardiaque. La période, effectivement, juin-juillet, oui, on a observé ça au mois de juin-juillet. La température au-dessus de 20 degrés, oui. Je ne l'ai pas montré, mais en fait, à partir du mois de juin, ça commence à être au-dessus de 20 degrés. Ces événements étaient la nuit, entre 3 et 5 heures du matin, oui. Et ensuite, est-ce que les signatures de fréquence cardiaque correspondent avec le moment où il y a la plus haute probabilité de reproduction? Oui aussi. Alors ici à droite, vous voyez un graphique où en noir, il y a la courbe de probabilité de reproduction qui est basée sur un modèle qui a été développé par Patricia Rigler dans un papier en 2018. Et à partir, et au l'axe des X, on a les jours en fait de l'année. Et on voit bien que cette probabilité augmente plus on rejoint ici fin juin, début juillet, avec une probabilité égale à 1 qui correspond au 24 juin, pardon, 24 juin. Et à ce moment-là, en rouge, on a la température qu'on a mesurée nous dans nos cages. On voit bien que la température elle rejoint 20 degrés ici début juin et qu'au moment où la probabilité de reproduction est égale à 1, le 24 juin, la température est de 24 degrés. Et nous, effectivement, c'est vraiment le 24 juin qu'on a en fait le moment où il y a le plus de synchronie de poissons dans ces événements d'augmentation de fréquence cardiaque. Alors ici, notre petite vidéo pour vous montrer en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qu'on a identifié de la nuit du 24 juin à 4 heures du matin. Du coup, les différentes couleurs, c'est la fréquence cardiaque. Donc en jaune, c'est des fréquences cardiaques plus élevées et en bleu, plus bas. Et du coup, on voit qu'en fait, il y a beaucoup moins de coordination. Il y a des événements où certains individus montent plus vers la surface et ils sont suivis par d'autres individus aussi. Donc ça correspondrait bien en fait à des événements de reproduction où il y a vraiment un ou deux individus qui se déplacent vers la surface et d'autres qui
qui suivent. Voilà. Alors ensuite, on a quand même une vidéo. On a trouvé, c'est un documentaire qui a été fait par des Espagnols en collaboration avec l'Institut espagnol d'océanographie. Et eux, en fait, ils ont eu la chance de, c'est pas dans nos cages, mais c'est un événement de reproduction qu'ils ont eu la chance de filmer. Et on peut en fait retrouver des événements similaires à ceux qu'on a observés dans nos trajectoires dans les cages. Parce qu'on peut voir qu'il y a voilà, un ou deux individus qui partent, qu'il y a ce grand mouvement en fait dans le groupe, quelques individus qui partent et d'autres qui vont suivre. Donc dans la vidéo, là, ils disent que les un ou deux individus qui partent au début, c'est des femelles qui relâchent des œufs qui sont transparents et qu'ensuite, il y a les mâles en fait qui relâchent le sperme qu'on voit dans la vidéo en blanc qui suivraient et qui fécondent les œufs. Alors, mais comment est-ce qu'on peut décrire statistiquement ce qu'on a observé? Voilà. Alors ici, je vous montre un exemple du 24 juin. C'est la journée où il y avait le plus de synchronisation. Et ça, c'est les données de fréquence cardiaque. Donc, j'ai regroupé sur la gauche les individus en fait, qui présentaient pas de pic dans la fréquence cardiaque à ce moment-là. Et à droite, c'est les individus qui ont cette signature physiologique, voilà, avec le pic de fréquence cardiaque. En bas, on a l'heure de la nuit, donc c'était à 4 heures du matin du 24 juin qu'on a ce pic et cette synchronie très importante. Ensuite, est-ce qu'on retrouve ces mêmes signatures dans d'autres variables? Oui, si on regarde l'accélération à partir des données de mouvement, on voit qu'il y a une très grande synchronie et pic en accélération juste à ce moment-là. On voit qu'il y a un pic aussi dans le déplacement vertical total. Donc, ça, c'est en fait le déplacement qu'un individu fait sur la colonne d'eau en total dans un temps de 12 minutes. Donc, combien de mètres il s'est déplacé. Donc, on a ici, par exemple, le pic qui est presque 300 mètres de déplacement à ce moment-là. Et ensuite aussi l'angle de tournant, il tourne en fait plus, donc ça décrirait cette dynamique un peu plus non coordonnée au moment de la reproduction. Et donc maintenant, en fait, on est en train d'utiliser des modèles HMM, donc Hidden Markov Model, pour définir cette signature de reproduction en utilisant tout le jeu de données physiologiques et de comportement. Ensuite, l'idée est de en fait, valider la détection en milieu naturel en entraînant un deuxième HMM où on va utiliser juste un nombre réduit de variables, ceux qui seraient en fait disponibles sur les tags de poissons suivis en milieu naturel, donc par exemple la profondeur et l'accélération. Et ensuite, appliquer en fait ce modèle sur ces données de temps qui sont suivies en milieu naturel pour identifier des événements de reproduction voilà, sur les tons qui sont suivis au milieu naturel. Alors ici, je vous montre juste une marque de deux poissons, deux marques, voilà, que Tristan a récemment récupérées, où on peut voir ces deux individus, ces deux individus qui se alimentaient ici en Atlantique et après ils migrent en fait en Méditerranée pour se reproduire. Et il y a cette fidélité en fait à la zone d'alimentation. Et ici, si on voit ces mêmes individus et on peut voir la date, ici c'est écrit, et on voit qu'ils ont synchronisé dans leur mouvement. Ils se retrouvent au même moment ici dans la zone d'alimentation. Et on va voir ici, on est encore au mois de février, mais au mois de mai, ils vont commencer à passer, à se déplacer vers la Méditerranée. Voilà, on les voit bien. Le orange qui se tarde un peu et après il va lui aussi. Et ici, pour le moment, ils se reproduisent. Et alors, en fait, avec les données que j'ai collectées dans cette étude, il y a beaucoup d'autres questions en fait, qui ressortent. Et parce que si on pourrait utiliser en fait, ce modèle pour explorer qu'est-ce qui se passe au milieu naturel, on pourrait voir est-ce que, par exemple, il n'y a pas
des récurrences dans les zones de reproduction entre différentes années? Est-ce que les sites de reproduction sont fidèles ou est-ce qu'un même individu va changer? Par exemple, là, on voit que quand ils vont en Méditerranée, l'individu orange se tarde un peu ici et après il part. Est-ce que ce moment où il se tarde, ça peut correspondre à de la reproduction? Voilà, il y a plein de questions qui sont super intéressantes et liées en fait à l'impact des pêcheries et de la productivité des pêcheries et de la gestion. Donc, voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe avec qui on est allé en Espagne, à Mazarone. Un grand merci aussi à John Stephenson, que malheureusement, il est décédé au cours de ce projet. Et merci aussi à toute l'équipe de Malte qui a fait cette grosse opération de marquage. Et voilà, et merci à vous. Voilà, si vous avez des questions, j'espère que vous êtes endormis. Pas du tout. Merci Daphné. Et je sais pas si on commence par des questions en ligne, s'il y en a, et après on peut en prendre dans la salle aussi. Ouais. Bravo et merci. Est-ce qu'il y a des questions à Montpellier, Youssef, ou est-ce qu'on commence ici? Vous pouvez commencer à 7 pour l'instant. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ici? Jean-Marc. Bon, chouette travail. On est impatient de voir les publications, surtout la deuxième. Moi, j'ai une question pour chaque partie. Alors, sur la première partie, sur les vitesses de nage, déjà en fonction de la taille, tu as, un pattern sur la moyenne, ça c'est évident, mais il y a aussi un pattern sur la variance. Ce qui est assez étonnant, c'est que les petits ne montrent pas beaucoup de variance. Ouais. Au contraire, groupés, ils ont à peu près les mêmes vitesses de nage, alors que les gros, alors là, c'est la fête, quoi. Il y a des vitesses de nage super différentes. Et je me demande, ouais, voilà, la variance, c'est toujours super intéressant à regarder en général. Et je me demandais si vous aviez regardé un petit peu justement pour essayer de comprendre pourquoi il y a beaucoup plus de variance chez les gros que chez les petits. Ouais. On n'a pas trop regardé encore ça en fait. Je pense que ce serait intéressant de regarder aussi déjà si on retrouve une même variance dans les données de Malte, parce que c'est à peu près les mêmes tailles de poissons. Donc ça pourrait permettre de comparer. Parce que c'est vrai que la Mazarone, dans ces bassins, ils se déplacent quand même en groupe. Donc c'est un peu presque étonnant de voir qu'il y a autant de variances. Donc là, j'ai envie de voir un peu plus si est-ce que c'est la méthode parce que la vidéo peut-être est moins bonne dans les plus grands bassins ou parce qu'il y a moins de contraste ou est-ce que... Les petits aussi, c'est un problème de méthode. Oui, non, oui. Bon, il y a des contrastes en fait différents à partir. Mais après, oui. Et si on retrouve ça après dans d'autres conditions aussi, à quoi c'est dû? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas encore trop réfléchi. Mais Les comportements individuels, c'est ça qui est intéressant. oui, c'est un comportement individuel. Du coup, c'est là que ça m'étonne un peu parce que je me serais attendue de le retrouver dans le groupe. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment fait d'analyse de groupe encore, de dynamique de groupe. Donc, c'est possible que oui, qu'il y ait des variances. Parce qu'effectivement, si j'y pense, c'est vrai qu'ils sont en groupe, mais des fois, c'est vrai que tu as des individus qui passent d'abord et ça se trouve, c'est toujours les mêmes qui se retrouvent devant et du coup, on a plus de variations pour ça parce qu'il y a certains individus qui vont effectivement... Ouais. C'est vrai que sur les gros thons, par exemple, c'est les seuls individus qu'on trouve tout seuls éventuellement, tu vois, donc, qui ne sont pas forcément dans des bancs. Ouais. C'est peut-être une émancipation par rapport à Ouais. une stratégie en banc que se permettent les gros poissons, que n'ont pas les petits. Et sur la deuxième partie, ça c'est vachement intéressant parce qu'on se pose des questions en éval de stock et puis en dynamique de pop sur la contribution des individus à la reproduction. Ok. Et pendant longtemps, ouais. on a estimé que chaque individu se reproduisait, grosso modo, et que donc c'était. Et puis de plus en plus, avec la génète et d'autres choses, on s'est aperçu que non, des fois, sur certains, et notamment sur les populations de thon, il y a peut-être certains contributeurs, et notamment les très gros, les femelles, qui contribuent beaucoup plus à la reproduction que les autres. Et avec votre estimation par la mesure cardiaque, vous pouvez commencer à approcher ça. Et je me demandais si vous aviez regardé un peu, essayer de quantifier la contribution individuelle. Si tu considères qu'il y a un événement, tu vois, où il y a un pulse au niveau cardiaque de supérieur à 99 qui correspondrait à l'émission d'un batch, d'une reproduction, quoi.
tu pourrais essayer de contribuer, de quantifier la contribution de chaque individu et voir s'il y a des individus qui se reproduisent beaucoup plus que d'autres, Ben oui. voir par rapport à d'autres caractéristiques individuelles. Ça permettrait d'aborder cette thématique-là qui est vachement importante au niveau d'INPOC. Oui, 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 ça c'est super intéressant. En fait. Mais on n'a pas trop regardé, bah, on a vu déjà un peu, alors, bah, on voit un peu dans ces analyses là qu'il y a de la variation avec certains individus qui... Ah mince. Je sais pas arrêté. Ah ouais, alors, je vais recommencer. Ouais. Non? Il est reparti. Ah ouais. Je sais pas. Bon, ça va pas? Ouais, ça y est. Mais je peux pas le mettre en bon, c'est pas grave. Non, Pas, ça, non. Bon, c'est pas grave, je peux le laisser en petit. C'était juste pour montrer que voilà, qu'on voit qu'il y a certains individus qu'on voit cette signature tout le temps et d'autres juste à un certain moment. Donc après, à l'intérieur d'une même nuit, est-ce qu'on va retrouver la signature? Voilà, combien ce sera important là? Ouais, quantifier en fait la contribution. C'est ça, quantifier. Parce qu'après, on voit effectivement qu'au niveau du comportement, il y en a qui n'ont vraiment pas cette signature cardiaque, et il y en a d'autres, mais au niveau du comportement, ils suivent un peu les autres. Donc, ça pourrait expliquer, par exemple, dans les mouvements, tout le monde va au même endroit, donc ils ont un comportement similaire, mais après, quand on va voir la signature spécifique, peut-être ils sont là, mais ils ne se reproduisent pas, en fait. Donc, ça pourrait un peu, je pense, ouais, aider à comprendre ça. Ouais. Merci. Stéphanie, tu étais après, je crois. Merci, Hélène. C'est deux parties là, qui traitent séparément. Moi, j'ai une question sur la deuxième partie et une question sur ce modèle qui a l'air extrêmement parfait, notamment sur cette détection du 24 juin. Tu as un modèle qui est capable de prédire avec une probabilité de 1 qu'il va y avoir une reproduction le 24 juin. Je me demande comment ce modèle a été construit, sachant que toi, tu observes aussi que le 24 juin, tu as ton pic de reproduction. Alors, ce modèle-là, celui-ci, il a été construit bah, dans cette publi, c'est expliqué, mais ça a été fait en fait en se basant sur des indices de gonades et de collection d'œufs, il me semble, et des températures en fait. En Méditerranée, en fait, ils ont récupéré, je pense, les gonades de poissons entre les trois de Gibraltar et en Espagne, aux îles Baléares, parce que c'est une zone importante de reproduction là-bas. Et donc, c'est à partir de ça. C'est en fait une relation, un modèle polynomial, il me semble. Et donc, c'est comme ça. Et c'est juste bah, un peu par hasard, parce que moi, j'explorais, en fait, dans mon jeu de données, c'était très exploratoire. Et j'ai remarqué que le 24 juin, c'était quand je retrouvais plus cette synchronie et je voyais visuellement, c'était le plus visuel. Et après, quand je suis allée voir le 24 juin, c'est quand? Bah, c'est juste quand la probabilité est égale à 1. Donc, je me suis dit, ah, c'est rigolo ça quand même. Après, moi, dans mon modèle que je fais, le modèle gamme, je ne prédis pas le moment, je prédis juste, je sais pas si c'est... Ouais, non, c'était ça, ouais, c'est comme ça. Ouais. Ouais. Je sais plus. Vas-y. Il y avait des questions. Vas-y. Du coup, moi, j'ai deux questions, un peu pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc. Dans la première partie, est-ce que, alors, tu as dit que tu n'avais pas fait de dynamique de groupe, mais tu disais que dans les bassins, ils nageaient souvent en groupe. Et est-ce que tu as regardé énergétiquement, un peu à la manière des cyclistes, si s'il y avait toujours le même ton qui était devant, et du coup, les tons qui étaient derrière économisaient de l'énergie ou pas, s'il y avait une espèce de rotation ou pas, et est-ce que dans la nature, ça pouvait aussi être observé? Ça, c'est ma première question. Et après, ma seconde question, c'était sur les événements de reproduction dans la cage. Est-ce que tu as regardé s'ils montaient en surface, si un individu montait plusieurs fois? Je suppose que les femelles montent qu'une seule fois. Et est-ce que les mâles montent, c'est souvent une femelle et plusieurs mâles. Et est-ce que les mâles montent deux fois parce que la première fois, ils n'ont pas réussi à être suffisamment proches, ou ils n'ont pas expulsé tout le sperme, etc. Ok, alors, première question, ouais, les individus dans les groupes.
Alors oui, c'est tout à fait possible. Souvent, ça arrive chez les groupes de poissons qu'il y a certains poissons que c'est des leaders et d'autres qui sont des followers. C'est aussi vrai qu'il y a des dynamiques où ça change, le même individu change en fonction de, par exemple, je sais pas, quand ils ont mangé, s'ils sont en phase de digestion ou pas, voilà, s'ils sont plus à la recherche de nourriture ou pas. Chez les thons, alors je ne sais pas trop, ça peut arriver. Il y a sûrement des dynamiques, je pense, de leader-follower comme ça. Nous, on n'a pas regardé ça dans ces vidéos parce qu'en fait, le même individu, on peut le suivre tant qu'il est dans la fenêtre de la vidéo, mais après, ils ne sont pas marqués, on ne sait pas lequel c'est. C'est un travail qu'effectivement, on peut faire sur le jeu de données de Malte parce que là, on a la position, on a l'individu, donc ça peut être fait. C'est pas encore été fait. Donc, mais c'est une très bonne question. Ce serait très intéressant d'explorer ça. Et après, par rapport à la deuxième question, c'était Savoir si les mâles, enfin, les mâles, oui. Alors là, malheureusement, j'ai pas moi aujourd'hui les données de mâles-femelles. C'est une information qu'on a. J'ai juste l'information pour certains individus parce qu'ils n'ont pas pu identifier le sexe chez tous. Mais ils ont des échantillons pour faire des analyses, donc on va le savoir. Dans mon cas, alors, bah, sans même savoir si c'est un mâle ou femelle, est-ce que c'est le même individu qui remonte tout le temps? Bah, ça, c'est encore, j'ai pas dans le détail regardé tout ça, mais ouais, je suis en train d'y regarder. Ça semblerait effectivement qu'il y a certains individus que plus souvent, ils ont des événements où ils partent. Mais après, c'est encore difficile en fait à dire sur tout le jeu de données parce que j'ai juste regardé une partie, donc je ne pourrais pas être sûre. ok, ça marche. Mais oui, Florentia, tu avais une question? Tu peux aller dans ton vidéo, c'est le même genre, je pense. Et tu as vu le bassin en top. Ici? Oui, là. Est-ce que. Donc, le color plus, moins clair, c'est le color où il y a beaucoup d'activité. Et le color plus foncé, c'est le color moins activité de heart rate. Oui. Est-ce que Le jaune, c'est pas plutôt le pas heart rate? oui. Et si oui, pourquoi ce sont des juvéniles? Non, c'est tous des adultes entre 1 mètre et 2 mètres de taille. Ouais. Mais Oh là, le vidéo. Parce que je ne pas. donc, mais en fait, ici, on voit que ceux qui vont plus vers la surface, effectivement, c'est ceux qui ont une fréquence cardiaque plus élevée. Alors, ça arrive à un certain moment. Après, on voit un événement où il monte. Alors, le Z, c'est la profondeur. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est la profondeur. Donc, On le heart rate plus bas. plus bas. Et ceux qui sont plus dans ces dynamiques ont le heart rate plus élevé. Alors, il y a certains individus qu'on voit partir qui ont un heart rate assez bas, mais il faut aussi dire que bah, le mouvement, c'est chaque seconde, alors que le heart rate, c'est chaque 12 minutes. Donc, il y a peut-être un petit décalage dans ce qu'on détecte. Peut-être que jusqu'à là, le bleu, il était très calme, il commence à s'agiter. On va voir cet effet un peu plus tard. Donc, mais oui, en général, ça représente ça, en fait. Je pense que ça représente, oui, ceux qui sont plus avec plus en activité, donc plus d'accélération, plus dans cette dynamique qui monte à la surface. Ils sont... Parce que ça, oui, effectivement, on voit qu'ils montent à la surface, par contre, quand il y a ces événements. Nico, tu as une question aussi? Ouais, moi aussi j'en ai deux. On fait la métaphore cycliste dans les vitesses des tons là, qui tournent dans les cages. Il y a aussi celui qui reste à la corde et celui qui est à l'extérieur. Oui. Est-ce que vous avez tenu compte de ça, du rayon de circulation? Est-ce que ça a un lien avec les variantes de vitesse que mentionnait Jean-Marc tout à l'heure? Qui fait que quand tu es à la corde, tu vas moins vite que pour rester. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être ça aussi. Et puis l'autre sur la deuxième partie, donc effectivement, il y a un modèle qui existe, alors tu as précisé là, qui est basé sur des informations sur l'observation des gonades, donc, et qui permet d'avoir une probabilité, une très bonne probabilité pour les événements de reproduction. Tu as parlé d'un HMM à la fin, vous allez mettre quoi dedans? Il va être Alors au début, quelles observations? alors le premier va être juste construit à partir de toutes les données qu'on a dans les cages, donc la fréquence cardiaque, le mouvement, ce qui est accélération, tout ce qui est pour identifier, si on retrouve voilà, ce moment de... Une utilité opérationnelle.
On va pas Après, s'aligner sur la fréquence cardiaque. Ce qui est oui. après, ce sera plus de se baser sur la fréquence cardiaque. C'est voir si sans la fréquence cardiaque, mais avec ces données en fait de mouvement, on peut retrouver la même. Dans la population qui n'est pas en cage. Oui, d'abord, on l'applique dans la population en cage avec moins de données pour voir si c'est validé. On retrouve la même chose. Ouais. Et après, dans la population qui n'est pas en cage, où on ne peut pas mettre. En cage, on n'aura pas la fréquence cardiaque. Non, ça c'est vrai. Ça, ouais. Mais en fait, c'est parce qu'on n'aura pas la fréquence cardiaque. Donc, on va mettre dans le modèle juste la profondeur et l'accélération. Et voilà, la profondeur, ça peut être. Et les états que vous allez pouvoir estimer, c'est en reproduction ou pas en reproduction. C'est ça. Oui. Ouais. Justement, j'ai une question par rapport à ça, puisque tu as montré aussi qu'il y avait des pics quand les poissons se nourrissaient. Donc, comment est-ce qu'on peut distinguer un pic de nourrissage d'un pic de reproduction? Là, on sait quand les poissons sont nourris, mais quand ça sera dans le milieu naturel, on ne sait pas. C'est pas. Après, c'est vrai que ces pics de reproduction, c'est vraiment la nuit, à une heure spécifique et à une température spécifique, à une période spécifique. Donc, ça montre quand même, ça limite quand même là où tu vas rechercher ce comportement. Si après tu retrouves des signatures de comportement très similaires à ce qu'il y a en journée en dehors, ça va probablement pas être de la reproduction. Mais en fait, c'est très, très spécifique et surtout, il y a des pics en fréquence cardiaque, mais là, il faut voir comment ça se traduit en mouvement parce que je pense qu'on ne va pas retrouver ces mêmes déplacements verticaux en fait. On aura un moment de nourriture. Hein. Il y aura peut-être plus d'activité, peut-être moins de coordination aussi, mais peut-être pas cette même signature de déplacement vertical. Donc oui, ça, effectivement, c'est d'autres analyses à faire pour... Et le modèle te permettra de détecter ce pic. Oui, je pense. Une fois. Les combinaisons de variables, le modèle te permet de faire. En plus, ils ne sont pas censés se nourrir au moment de la reproduction. En plus, oui, ils sont pas. C'est sûr, ça. T'es là, oui, mais bon, on dit qu'ils se nourrissent quand même un peu. Non, Par contre, rarement la nuit, parce que c'est un chasseur visuel, quoi. Oui, la nuit, oui. Non. Mais, pardon, c'est pas complètement exclu. Discuter. il y a d'autres questions. Oui, David. Juste quelques questions plus bêtes. La maturité des converse, c'est quoi la taille de maturité? C'est quoi? Alors, Dans le sol. c'est au-delà de. C'est vers 1,20 m, je pense. Vers 1 mètre. Ouais, des individus d'un 1 mètre, 1,20 m. J'ai un individu d'1,5 m, oui. qui semblait avoir. Qui semblait avoir, lui, c'est vrai, il semble avoir un comportement de reproduction, mais cet individu-là, on pense qu'en fait, il essaye, mais il faut l'examiner un peu mieux. Mais une théorie, en fait, c'est qu'il suit les autres. Il essaye, en fait, il est en train de, je sais pas, suivre les autres et apprendre, mais il est pas. Mais après, et ça pourrait être qu'il se reproduit aussi, parce que après, c'est comme ça, pas. Voilà, c'est indicatif, c'est au-delà du mètre, ça c'est sûr, c'est au-delà de 1 mètre, mais après ça pourrait être. On va dire 1,15 m sur. 1,15 m, ok. 15, c'est 50%. 50% de la population. Oui. 50 à 5, 15, donc 5. Mais ce qui est un phénomène, c'est que les jeunes suivent les gros sur les zones de reproduction, même s'ils ne se reproduisent pas. Et ça, on ne sait pas trop pourquoi. Typiquement, ici, au mois de juin, tu ne retrouves plus de thon dans les zones de nourricerie classiques. En juin-juillet, ils ne sont pas là, ils vont revenir fin juillet. Donc, ils y vont aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se reproduire, on ne sait pas. Ils y vont. Soit c'est du spatial learning, on ne sait pas. Et c'est une petite question. Pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Ouais, je pense. Oui. Non, je pense. Non. C'est eux les premiers prédateurs. Je pense aussi parce qu'il y a moins de prédation sur les œufs de larves. En fait. Pêcheur à jour. Ça doit être aussi. Une part de thon. Et tu as fait la J'ai un peu regardé. J'ai trouvé. Alors là, par exemple, le 24 juin, c'est 10 jours après la lune nouvelle. Encore assez. Oui, mais après,
Comme il y a toute la période quand même assez étalée, après, il y a des moments où il y a plus de lumière, d'autres où il y a moins. Mais ouais, j'ai commencé à regarder ça, mais pas trouvé encore une signature claire D'avoir des comptes. quand il fait plus noir ou pas. Mais après, il faut voir l'illumination à ce moment-là aussi. C'est pas dans notre espèce que tu trouves vraiment le spawning season, donc le spawning days, c'est la nouvelle. En fait, Oui, la new month. ouais, bah en fait, ça Il dépend. n'y a pas de lumière. Il y a deux stratégies différentes en fait. Il y a soit ils se reproduisent, et je pense que ça dépend aussi du développement des larves et s'ils sont pélagiques ou pas. Soit ils se reproduisent à la lune nouvelle donc quand il n'y a pas de lune, pour minimiser la reproduction au moment de la reproduction, donc des gamètes et des larves quand elles sont toutes petites. Soit c'est quand il y a plus de lumière que ça aide en fait au niveau de la lune pleine, ça peut aider pour pouvoir se nourrir plus rapidement les larves. Par exemple, je sais que les poissons clowns, c'était ça, ils se reproduisaient à lune nouvelle et lune pleine, ils avaient les deux, mais c'était plus intense à la lune pleine parce que je pense pour ça, parce que vraiment, avec le développement, voilà, ouais. On a une Vas-y, question. Youssef. On peut la poser? Ouais, bien sûr. Ouais, salut Daphné, c'est Olivier. Oui, Bah, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment super de voir tout ça prendre forme et toute ton histoire là qui se déploie. Il y a plein de choses que j'aimerais discuter avec toi. Mais là, ce qui me pose question, c'est sur la vitesse, savoir ce que tu mesures en fait, parce que en général, on mesure la maximum sustainable speed. Mais là, en fait, c'est des poissons qui sont très loin des conditions naturelles, quand même en cage. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher des proies, ils n'ont pas besoin de migrer. Ce dont ils ont juste besoin de faire, c'est d'avoir assez d'eau qui passe dans leur branchie pour ventiler, pour extraire suffisamment d'oxygène pour leur métabolisme basal, en fait. ouais. Donc, est-ce que ce qu'on mesure, c'est pas une sorte de minimum sustainable speed qui correspond juste à la quantité d'oxygène qui est strictement proportionnelle à la quantité d'oxygène qui est nécessaire pour le métabolisme basal. Ça peut maintien des conditions habituelles à la digestion des organismes. Est-ce que c'est ça qu'on mesure en fait? Bah, alors, on ne sait pas trop, mais en fait, les données qu'on a obtenues, c'est quand même en lien avec d'autres mesures qui ont été faites. Mais après, c'est vrai que les mesures sont souvent ouais, en milieu, bah, toujours d'ailleurs en milieu bah, de laboratoire ou alors dans les cages. Dans les cages, c'est déjà plus dans les cages en milieu naturel, c'est déjà, ils ont quand même plus de place, je pense, que dans les bassins à terre où on a mesuré, et on retrouve des valeurs similaires. Après, je pense que pour vraiment comprendre mieux ça, peut-être on peut ramener à l'échelle de mouvement qu'ils ont pendant leur migration et voir de combien ils se déplacent. Bah, c'est vrai que c'est pas la même échelle parce que pendant les migrations, en fait, tu as la donnée de position une fois par jour, donc tu sais pas combien à l'intérieur d'une même journée, un poisson il s'est déplacé. Mais oui, c'est une bonne question. Il faut Ouais. qu'on en rediscute parce que moi j'ai des propositions de modèles théoriques pour remplacer tes gammes Là, et le- ton analyse statistique. oui, c'est ça. Ça, Moi aussi. Est-ce que vous m'entendez? On des tracks. Oui. En fait, Olivier, ils ont suivi des thons adultes en mer et ils nagent à la même vitesse que plus ou moins 0,7 longueur corporelle par seconde, qui est équivalent à 1,5, 2 mètres par seconde. Mais ce qu'on mesure dans les bassins, on pense que c'est leur vitesse préférée de croisière. Mais bon, on n'a pas de... spontané. Dieu, c'est sa taille par sport. Ouais, c'est ça. Et dans les cages, on a une variation de vitesse aussi. Donc, Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions, soit
À Montpellier, Question. j'en dis juste Je ne me souviens plus où est-ce que vous mesuriez la température dans les cages et est-ce qu'il y a de la stratification dans ces cages avec 30 mètres de colonne d'eau là? Oui, oui. Alors, il y a, je n'ai pas montré ici, j'ai pas, mais nous, on a mesuré. Alors, celle-là, c'est à 3 mètres de profondeur, là où se trouvaient nos récepteurs. D'accord. Et par contre, après, on a pris les données de Copernicus pour reproduire dans la colonne d'eau. Et effectivement, on voit dans toute la période hivernale, il n'y a pas de stratification. En été, il y a de la stratification et après, ça, c'est toute une autre partie de ces analyses où on a vu qu'en fait, il y a une vague de chaleur et à ce moment-là, il y a plus de stratification. Est-ce que peut-être, partie d'information que vous avez prévu, c'est possible de déposer, de mettre ces tags en milieu naturel qui mesurent aussi la fréquence cardiaque? Et le problème c'est tout un travail en cours, mais le problème, c'est qu'il faut les récupérer en fait après. Et pour avoir la donnée, il n'y a pas encore de transfert de la donnée. Il y a Vincent Quezero qui est en train de travailler sur ce transfert potentiellement de données à l'intérieur entre tags, entre un tag extérieur et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un animal. Mais ouais, aujourd'hui, on n'a pas encore ça, donc il faut récupérer le ton. Donc peut-être ce serait possible parce qu'il y a des tons qui sont récupérés avec les marques, mais le problème c'est qu'après, il faut aller chercher la marque. Et en fait, il faut aller retrouver en fait au niveau de là où c'est inséré. Et je pense qu'au niveau en fait de logistique, c'est un peu compliqué parce que quand ils sont récupérés, souvent c'est des pêcheurs, que c'est très limité le temps aussi qu'ils ont à disposition et ils ne sont pas vraiment prêts pour aller retrouver une marque. Mais ce serait super intéressant, ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il reste des questions, soit en ligne, soit dans la salle ou à Montpellier? Et si ce n'est pas le cas, on peut remercier d'être encore une fois. Et puis... Non, ouais, c'est Tristan, là. Je voulais juste dire à Daphné que ça a été toujours vraiment un plaisir de travailler avec elle. Ouais, ouais, parce qu'elle nous quitte quand même. Donc franchement, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. C'était toujours été des échanges super intéressants, super enrichissants. J'ai appris plein de choses grâce à toi. Et puis voilà. Et puis surtout, bon vent pour la suite de tes aventures. Merci beaucoup et merci beaucoup à toi pour cette opportunité, ce postdoc. Et à tous, il y a le pot ce soir, si vous voulez, ici, dans la salle. Daphné, à bientôt.